Bonjour à tous. Alors, je sais que vous n'êtes pas encore arrivés. Ce soir, live avec Louloubi. Et tout doucement, je vais l'inviter. Bonjour. Bonjour à ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Je viens d'inviter Lou à nous rejoindre. Coucou tout le monde. Yes, coucou. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Salut Lou. Donc maintenant, je t'invite. Merci. Tu as dû recevoir une invitation à te rejoindre. Voilà, impeccable. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Eh ben, ça va très bien, merci. Et toi? Eh bien, écoute, très bien. Super. Donc, si tout va bien, j'ai plein de questions pour toi. Et ce soir, on est là pour parler, entre autres, mais pas seulement, de ton dernier livre qui est sorti ce mois-ci ou le fin du mois dernier? Janvier, Début je sais janvier. plus. Début Début janvier. janvier. Attendu parce que il a été repoussé plusieurs fois, si j'ai Ouais, mémoire. on l'attendait pour juin dernier. Il a été bouclé fin 2019. Et, Ah euh, oui, et toi, voilà, c'est seulement aujourd'hui qu'il est là. ça fait un an en fait que tu l'as terminé. Complètement, c'est ça. Donc c'est vraiment un vieux projet pour moi. Oui, maintenant tu es sur un autre projet, on en parlera tout à l'heure. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu le travail de Lou ou qui ne la connaissent pas réellement, moi je t'ai découvert avec cette BD. On en parlera brièvement. Et il y a 2019, janvier 2019, Tout à fait. est sortie La fille dans l'écran. On en reparlera aussi tout à l'heure. Alors par contre, tu dois aller voir là. On voit toujours à l'envers, c'est normal puisque c'est la vidéo qui veut ça. Goupilou face, on nous dit déjà. Donc, le son est bon pour tout le monde a priori. Ça c'est super. On va pouvoir commencer. Euh, moi, je vais te demander que tu te présentes un petit peu à tout le monde. Qui est Lou? D'où elle C'est moi. vient? D'où tu Euh, viens? Et voilà. alors, donc je m'appelle Lou Luby, je suis autrice de bande dessinée, ça c'est ce qui était écrit dans la description. Je suis originaire de l'île de la Réunion, donc Ouais, qui j'ai vu est ça. le département d'outre-mer français qui est à côté de Madagascar, Yes. et qui est l'endroit où j'ai grandi, mais aussi où j'ai publié mes premiers bouquins, ceux que personne connaît, mais qui sont très importants pour moi et probablement pour ma carrière aussi. Et alors du coup, si je dois rapidement présenter mon profil, en fait, je me définis pas du tout comme dessinatrice parce que j'aime pas vraiment dessiner. Euh, ce qui est, je pense, un peu ce qui est paradoxal, mais en même temps ce qui définit un peu tout ce que je fais en fait. Moi, à la base, je viens du jeu vidéo, donc j'ai Ouais, un diplôme en game design, qui est la conception de jeux et qui n'a absolument rien à voir avec le graphisme. Donc ouais, c'est vraiment des études qui m'ont donné envie en fait enfin, qui répondaient à mon envie de concevoir des choses et de proposer des jeux ou des œuvres à un joueur qui passerait du bon temps. d'accord. Donc c'était vraiment ça à la base. Après, j'ai fait un peu de développement web, où pareil, bah, c'est du code, c'est pas du tout du dessin. Ouais, Et puis, comme j'écrivais beaucoup, après, j'ai publié des romans que j'ai mis à côté de moi voilà, ça, c'était, il y en a deux, en deux volumes, c'était mes premiers romans.
Et puis ensuite, un éditeur que j'ai rencontré sur un salon m'a demandé si je voulais faire de la bande dessinée, parce qu'il avait besoin d'un scénariste. Un Ben voilà. scénariste réunionnais, parce que ça parlait de la Réunion. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans la bande dessinée en faisant du scénario. Et puis après, comme j'y étais, je me suis dit que bah, tiens, j'allais peut-être essayer d'en dessiner moi aussi. Alors à l'époque, je dessinais pas hyper bien. Voilà, ça c'était mon niveau à l'époque. Donc on revient de loin et ensuite, ensuite voilà, goupil ou face, la fille dans l'écran. En fait, j'apprends énormément à chaque étape et mes capacités en dessin me permettent d'aller de plus en plus loin, mais j'arrive de loin, je suis pas une dessinatrice. D'accord. Eh ben, c'est super. D'ailleurs, projet de fin d'études, t'as gagné un prix avec, t'as mis un jeu vidéo en ligne, hein, non, c'est pas ça? Eh Oui, bien, j'ai lu ça. Euh, je me trompe pas, je suis en train de vérifier. non, non, c'est bien Euh, ça, c'est bien ça. d'accord. C'était un C'est The Teeny White Stones. Exactement. C'était un jeu dans un univers de contes de fées en coopération, où donc les deux joueurs ne voyaient pas la même chose et il fallait se faire confiance entre frères et sœurs pour progresser dans un univers féerique slash inquiétant, bon, inquiétant avec nos moyens d'étudiants, hein, mais voilà, et c'était une très très chouette expérience et effectivement il avait pas mal plu parce qu'il avait vraiment une vibe dans le gameplay qui faisait que ça jouait sur la confiance, c'était pas uniquement un jeu d'adresse ou de voilà, il y avait aussi une part de comment dire, de soi, d'esprit dedans quand on y jouait. D'accord. Ok. Et t'as remporté le prix du meilleur projet étudiant à la Paris Game Week. C'est ça? Absolument, grande classe. Super. Bravo. Félicitations. Euh, Du coup, ça c'était pour ceux qui te connaissent pas. Euh, Louloubi, est-ce que alors on n'est pas obligé d'aller plus loin et de dire pourquoi, mais c'est un pseudo, on est d'accord? Ou c'est pas C'est un mon pseudo? prénom. Lou, c'est mon C'est- prénom. Je tiens juste à pas divulguer mon nom de famille parce que c'est perso. Donc, D'accord. ouais. Ok, non, non, mais c'est juste comme ça. L'idée c'était bien de valider que c'était bien un pseudo. Et effectivement, Lou, c'est ton prénom. Euh, Est-ce que ton enfance a un impact sur tes créations? À la Euh, Réunion. Enfin, à la Réunion, en fait, pas forcément ton enfance, mais est-ce que ouais. là d'où tu viens, ça a un impact sur sur ta façon de créer aujourd'hui? Alors, d'une façon générale, je dirais que ça dépend des œuvres. Parce que mes 5 premiers livres étaient situés à La Réunion. Il y avait Ouais. vraiment ce cadre et c'était hyper important. Et c'était publié là-bas, donc ouais, c'était vraiment très, très important. Dans les plus récents, non, parce que ça traite d'autres sujets, donc il n'y a pas vraiment de nécessité. Après, je pense que ce qui reste quand même, c'est je dirais une diversité très naturelle, au sens où La Réunion, c'est une terre de métissage. Et en fait, tout le monde est métissé et il y a vraiment beaucoup de visages et de types différents qui se mélangent, beaucoup plus qu'en métropole où on a vraiment plus des communautés qui Ouais. cohabitent. Mais je pense que ça, c'est quelque chose ouais, qui est assez particulier du coup quand je vais représenter des gens. J'ai tendance à plus mixer, et je sais parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé quand je faisais de l'illustration, de représenter cette diversité culturelle-là, donc je pense que c'est resté même C'est aujourd'hui. resté un petit peu dans ta création. Ok. Est-ce que tu y retournes de temps en temps? Ou J'y est-ce retourne, ouais, que ouais, complètement. bon, euh, en fait, peut-être pas maintenant, peut-être pas en ce moment, c'est peut-être un peu compliqué. C'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu difficile, mais voilà, ça reste chez moi, quoi. Ouais, Donc, tout à ouais. fait. C'est bon. Euh, à parler de tes influences maintenant, est-ce que tu as des influences? Alors, tu nous expliquais tout à l'heure qu'en fait, tu venais pas de la bande dessinée et que petit à petit, tu t'étais intégré dans ce monde-là. Est-ce que tu as des influences en termes de peinture, de BD, littéraire, qui t'amènent à créer ton propre monde? Peut-être pas, hein, tout simplement. Ouais, la peinture, en fait, tout ce qui est graphisme, en fait, je fais Pas de mon réellement. mieux, mais j'ai pas, comment dire, j'ai pas d'affinité particulière, donc en fait, je me débrouille comme je peux. Par contre, en termes de langage, je pense que j'ai beaucoup hérité du webcomic, des mèmes.
voilà, de tout ce qui peuplait 9gag à l'époque où c'était encore un, un truc. Du coup, c'est un peu compliqué comme question. Après, forcément, il y a des œuvres que j'ai beaucoup aimées, hein, mais je pense pas avoir vraiment voilà, quelque chose qui est marqué ma vision et m'ait fait me dire, ok, je vais faire ça. C'est un peu compliqué. D'accord. Ouais. Ok, mais t'as le droit. Euh, donc du coup, si on passe des influences à ta façon de travailler aujourd'hui, comment tu procèdes quand tu présentes un album à un éditeur? Euh, comment tu fais enfin, comment chez toi ça se passe pour le phénomène de création? Ce De phénomène de création au création, sens ouais, conception. ouais, conception de l'idée. Déjà, en partant de l'idée, comment te vient une idée spécifique? Alors, on parlera. Euh, alors, Goupil c'est un petit peu différent, mais euh, la fille de l'écran, comment vous êtes venu ces idées, par exemple? Comment ça se passe et comment après tu arrives à amener ça à un éditeur et comment tu le partages? Ça fait Ah, beaucoup de questions en une pas seule. vraiment. Hmm. Ça fait beaucoup de questions en une seule, en fait. Ouais, ça fait beaucoup. Et surtout, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que pour chaque livre, il y a vraiment eu un processus hyper différent. Il faudrait que je réponde un par un. D'accord. Après, le passage à l'éditeur, je sais pas, je suis pas très forte à ça, en fait. J'ai toujours beaucoup, beaucoup de mal à faire, à placer mes projets, en fait. Et je pense que c'est parce que je fonctionne de façon très intuitive. En fait, quand je commence un projet, en fait, quand je travaille un projet, Ouais. je ne fais jamais de scénario, je fais jamais de storyboard. Je fais plus comment dire, une feuille de route où je sais exactement où je vais, par quel point je vais passer, mais c'est jamais détaillé. Et en fait, tant que le D'accord. livre n'existe pas, ben, il n'y a pas grand-chose à montrer. Et D'accord. c'est un exercice pour moi que d'aller formaliser le début et le présenter sous forme de quelques planches ou d'un extrait de scénario. Et je pense que ça, c'est un peu plus compliqué pour trouver, voilà, pour convaincre un éditeur sur quelque chose qui n'existe pas encore. Donc là, dernièrement, j'ai eu la chance de travailler avec un éditeur qui me fait confiance Hmm. et qui est capable de se projeter en fait quand je lui donne une idée, qui est capable de se dire que ça va peut-être être bien. Et c'est vachement plus facile parce que s'il faut montrer patte blanche à chaque fois, ça va vraiment en fait à l'encontre de ma façon de fonctionner et ça c'est un peu problématique. Et là, c'est le cas. Donc, tu parles de ton éditeur chez Dupuis, du coup? C'est mon éditeur chez Dupuis, chez Vraoum. En fait, on continue de travailler ensemble au-delà du D'accord. temps et de l'espace et c'est cool. C'est vraiment cool. Donc, c'est cool. Donc, c'est quelqu'un qui te fait confiance qui a compris la façon dont enfin, la façon que tu avais de travailler et qui permet aussi d'avancer. Euh, ok. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire une journée type de Lou Luby aujourd'hui? Est-ce que tu as des journées Alors, types ou pas d'ailleurs? Déjà. si j'ai des journées type, enfin, ça m'arrive exceptionnellement de bouger mes fesses et d'aller en dédicace, quoi. En ce moment, c'est un peu galère, Ouais, mais tu sinon, c'est m'étonnes. quand même. En fait, j'essaie vraiment d'avoir un rythme de travail, où je commence à 9h30, je finis à 6h30 le soir, j'ai ma pause déj, j'ai mes pauses dans la journée. Enfin, je suis vraiment rigoureuse parce que voilà, c'est du boulot, c'est du boulot. Et généralement, je travaille par planche. C'est un peu différent pour le nouveau projet sur lequel je suis, mais pour l'homme de la situation, pour la fille dans l'écran, pour Goupil ou Face, c'était ça. En fait, le matin, j'ouvre mon fichier où j'ai ma feuille de route, je regarde ce que j'ai à faire, j'écris les dialogues, je fais le découpage, donc je fais un croquis. Ensuite, je commence le line que je finis dans l'après-midi et en fin de journée, je fais la couleur. Donc c'était à peu près ça comme rythme. Et c'est en fait D'accord. complètement à l'instinct, non, parce que je sais exactement où je vais, mais il y a vraiment une grosse part tous les jours à la réinterprétation et au fait c'est ça, d'adapter en fait selon le moment, mais aussi selon ce qui a été fait avant. Ce qui fait que je pense faire des bandes dessinées qui sont particulièrement fluides où tout n'est pas rigide et préécrit et il y a vraiment une sorte d'adaptation qui se fait au fur et à mesure. Et voilà, je pense que ça se sent aussi quand on me lit que c'est souple. Ouais.
Et du coup, ouais, du coup, tu pars un petit peu différemment parce que les gens ont souvent, comme tu le dis, ils présentent déjà un scénario qui est quasiment bouclé chez un éditeur. Toi, tu arrives avec une idée, si j'ai bien compris, une idée de scénario, même s'il faut quand même que tu aies quelque chose un petit peu à présenter, il y a un minimum. Euh, et du coup, le fait de partir de cette idée de pas avoir de scénario, ça veut dire que t'en as pas. euh, Même après le présenter, une fois que c'est signé, t'as l'idée et tu travailles avec l'idée, finalement, c'est ça? Ouais, Tu c'est ça. En travailles fait, qu'avec cette idée, en fait. je formalise quand même l'idée suffisamment pour savoir exactement où je vais. C'est plus Ouais. que rien dans la forme n'est défini, ni dans la façon dont les dialogues vont être écrits, ni dans l'apparence des personnages. Souvent, je décide de l'apparence des persos le jour même où je dois les dessiner, en fait, à part les principaux, évidemment, mais les autres, c'est un peu, OK, il faut une copine pour Marley, et hop, voilà, elle ressemble à ça, ce sera très bien. Et c'est vraiment ça, en fait, où je sais exactement où je vais. Tout est millimétré, le nombre de pages, le nombre d'actions, etc. Mais ça n'a aucune forme tant que je n'ai pas donné la forme. Et je me permets ensuite de dévier légèrement certaines choses, de les adapter. Mais même en les adaptant sur le nombre de pages, je reste toujours là où j'ai mis mes jalons et en fait, ça ne bouge pas. D'accord. Il y a une question. Qu'est-ce que tu appelles une feuille de route? Ce sont toutes tes idées de dialogue et des routes de personnages. Tu la vois la Alors, question? ouais, c'est un tableau Excel. Tout ce qu'il y a de plus rigoureux, avec dans la première colonne écrit Manu arrive à l'hôtel, ligne suivante, Manu rentre dans le lobby, ligne suivante, les enfants se réunissent, voilà. Dans la colonne d'à côté, je mets le nombre de pages que ça va prendre. Dans D'accord. la ligne d'à côté, je fais le total. Et en fait, c'est que des mathématiques D'accord. et c'est quelque chose de très très rigoureux, mais c'est pas artistique en fait, voilà, si j'ose dire, dans la forme. D'accord. Ok. Mais on a besoin de structure, de toute façon. Enfin, c'est une sorte de structure comme un scénario. C'est ta façon à toi de le traduire de manière mathématique pour que ça t'aide à avancer, à avoir ta structure de travail, quoi. C'est ça, et puis c'est aussi très utile d'un point de vue gestion de production, parce que bah, voilà, quand on fait un album, on s'engage sur des délais, sur un rendu. Il faut pouvoir calculer bah, combien de pages il va y avoir, et si on n'écrit pas de scénario complet, il faut quand même le calculer d'une autre façon. Puis il faut savoir combien de temps on va mettre, voilà, sur quoi on peut s'engager, et ça c'est extrêmement précieux comme outil en fait, de pouvoir dire ben ok, il y aura tant de pages et du coup, ça va rentrer et je vous rends à telle date. Et voilà. Donc c'est vraiment Voilà. c'est un outil de, comment dire, pas un filet de sécurité, mais c'est ma ligne de conduite, quoi, d'un bout à l'autre. Ok. Euh, Tu travailles chez toi ou dans un endroit avec d'autres créateurs? Je pense que Dans un j'ai tout atelier, testé. enfin, entre guillemets. Je garde un super souvenir de mon expérience à Montréal avec Manon, où on était dans Ouais. un espace de coworking. Donc, où on était avec plein de gens de plein de milieux différents, plein de métiers différents. Et tous indépendants, mais artistiques, techniques, il y avait vraiment de tout. Et c'était vraiment un espace qui était ouvert où on arrivait, on repartait quand on voulait. C'était très, très libre, où personne ne fait forcément attention à ce que tu es en train de faire. Et en même temps, tu peux faire des rencontres chouettes. Donc ça, c'était très cool. J'ai tenté l'atelier brièvement, mais surtout en région parisienne, je suis pas sûre que ça vaille le coup par rapport à ma façon de travailler, à l'usage que j'en fais. Du coup, aujourd'hui, ouais, je travaille de chez moi et je suis bien contente vu qu'on est tous enfermés chez nous. Donc, c'est d'autant plus pratique. Voilà. Je l'avais peut-être vu venir. Ok. Euh, Alors, du coup, on nous repose une autre question. La feuille de route vient après le déroulement ou plus ou moins prévu dans l'histoire? Alors, attends, bouge pas. Je reprends la question parce qu'elle m'a reposé une autre question. Cette feuille de route vient après le déroulement, plus ou moins prévu de l'histoire. Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît, la question? C'est marrant de voir. Il y a un commentaire qui dit, c'est marrant de voir
une graphiste mathématique, une créative scientifique. C'est un mélange rare. Quelle organisation? Je Ouais, c'est reviendrai pas sur la faux. question. C'est pas faux. Non, mais c'est vrai. Euh, c'est vrai que c'est pas. J'ai interrogé plusieurs personnes et c'est la première personne qui me décrit son mode de fonctionnement comme ça. Donc c'est rigolé. J'ai vu tout à l'heure, tu parlais de Manon, je crois l'avoir vu passer tout à l'heure dans les personnes qui sont là et je lui Coucou dis bonjour Manon. aussi. Voilà, j'ai vu qu'elle était là. Euh, en, en 2016, tu as sorti ça, on va pas parler, hein. C'est le livre qui t'a réellement fait connaître, on est d'accord? Oui, complètement. Voilà. Édité chez Vraum. Donc là, du coup, ton Ouais, éditeur, il te suit aussi chez Dupuis, si j'ai bien compris. c'est ça. C'est ça. Ouais, j'ai bien compris. Euh, il a été réédité en 2019 aussi, Ouais. le même, avec un supplément, je crois. Je sais plus. Oui, tu avais fait un supplément. Je crois, non? Ouais, on a rajouté une dizaine de pages à la fin. Et du coup, on en a profité pour faire une édition cartonnée, voilà, qui est beaucoup plus. Enfin, c'est un bel objet en fait. D'accord. L'original était chouette, hein, mais clairement, on monte d'un Bon. cran. Moi, ouais. J'ai eu la première version, je suis Voilà. désolé. Moi, je l'ai. Ouais, ouais. Et ok. Euh, on nous pose une question sur ton travail encore. Qu'est-ce que tu utilises? Tu es tout en analogique ou tu fais du mixte? Comment tu travailles? Alors, c'est tout est numérique et en fait, je suis même incapable de travailler avec autre chose que le numérique. Les seules fois en fait où je dessine à la main, c'est en dédicace et c'est difficile, c'est vraiment difficile parce que je fais pas ça. Encore Ouais, une fois, je suis pas une passionnée de dessin, j'ai jamais de petits carnets de croquis où j'irai voilà, capturer des petites choses, des petits moments. En fait, moi, c'est moi et ma tablette et quand je fais un dessin, c'est que c'est utile en fait, enfin que c'est utile, que ça sert d'accord. une narration. Il faut que ça sert Donc ton histoire en fait. c'est ça. Du coup, pour tout ce qui est travail, les planches et tout, je fais tout sur Photoshop. C'est quand même pratique comme outil. Et en fait, jamais je pourrais sortir de ça. C'est juste trop C'est ta, inconfortable pour moi, en fait. ouais, c'est ta façon de travailler en fait. C'est comme ça que Oui, c'est tu. ça. Alors, on nous a refait la question, pardon. Donc, tu as une idée du personnage et du déroulement de l'histoire, et ensuite tu crées une feuille de route, c'est bien ça? Alors, comment ça se passe? Généralement, je pars d'un sujet ou d'un pitch très court où je me dis que, tiens, j'aimerais bien traiter la question un homme fort confronté aux failles que tout le monde a. Et ça, c'est Oui, mon idée. Et à partir de là, je commence à réfléchir, mais alors je ne note rien en fait à ce moment-là, c'est juste, je commence à imaginer ce que ça pourrait être, j'ai des bouts qui viennent, etc. Il y a d'ailleurs beaucoup de projets qui disparaissent à ce moment-là parce qu'ils sont juste, ils ne fonctionnent pas. Et en fait, pour moi, ça fait partie du processus aussi de ne pas noter, parce qu'en fait, je me dis que tout ce que j'oublie à ce stade-là n'est pas intéressant. Donc au bout d'un moment, je commence à avoir quelque chose d'accord, d'un peu construit, une histoire que je pourrais raconter à l'oral, par exemple, à mon entourage. Et à ce moment-là, je l'écris. Je l'écris en fait comme une mini-nouvelle. Donc je vais vraiment détailler l'histoire. Et là, je me rends compte des trous. Je me rends compte des moments où j'ai oublié un lien ou un lien de cause à effet. Et dans ce trou-là, je vais devoir travailler pour relier les choses, en fait, pour faire vraiment une trame d'accord, construite. Donc là, j'ai cette mini-nouvelle qui fait quelques pages, qui n'est pas très longue, et où il y a tout l'album qui est construit. Et c'est ça ma base. Et ensuite, ça, je le découpe en disant bah, Manu rentre dans l'hôtel, Manu parle aux enfants, etc. Pour vraiment compter les pages que ça va être une fois retranscrit en BD. Mais la BD n'est pas mon mode de pensée, en fait. C'est vraiment c'est ça. un format de traduction sur lequel je trouve il y a des codes très intéressants. Mais c'est vrai que pour moi, l'histoire ou le concept est d'abord là, bien avant que ça devienne
des cases et des belles prises de vue et ce genre de choses qui seront en fait pour moi la surface. Ok. Donc, et du coup, c'est ta nouvelle que tu présentes à ton éditeur? Qu'est-ce que je présente? Non, en fait, je présente un dossier quand même où il va y avoir un pitch pour expliquer un peu Hein. quels sont les points forts, pourquoi le projet va se vendre en carton entier. Il y a des planches indispensables, les planches, pour qu'on voit ce que ça va donner. Et ensuite, ouais, il y a le scénario en entier, mais en fait, je le raccourcis parce que personne ne lit, personne ne lit. Voilà. Donc, il faut faire quelque chose de synthétique, d'efficace, sans pour autant retirer la part d'émotion qui fait qu'on va s'attacher au personnage. C'est vraiment un exercice qui est très, très périlleux. Et je finis par un petit CV, tout ça, et hop, voilà, ça fait un dossier de pas trop long, mais qui, voilà, qui présente les éléments de façon la plus efficace possible. Ok. Bah, très bien, merci. J'espère que ça répond à la question de Click. Euh, ensuite, parce que j'ai tout plein d'autres questions, mais on va parler de ça. Si tu as un peu, alors je sais que Manon est en ligne, mais j'aimerais bien que tu nous expliques en gros comment tu as travaillé sur cette BD. Pour ceux qui l'ont pas lu, je pense que le titre résume pas mal l'histoire. Une rencontre à distance. Enfin, c'est comme ça que commence l'histoire. Et après, l'idée c'est pas de de trop spoiler, mais c'est une rencontre qui commence à travers un écran sur un projet. Et là, vous avez travaillé à deux. Euh, alors, juste pour montrer un petit peu aux personnes qui n'ont pas lu, là c'est toi, et Ouais, là c'est Manon, je suis- et là je c'est suis- Manon. exactement. Et du coup, chaque page, euh, au début notamment, c'est vraiment, euh, on voit les deux univers, une page, un univers qui se font face systématiquement au début, et après, plus la rencontre arrive, et plus il y a des pages qui se mélangent et des cases qui se mélangent. Alors peut-être pas d'ici, mais un peu plus loin. Comment vous avez fait pour travailler? Parce que ça doit pas être simple, ça, en fait, finalement, c'est encore une autre construction, un autre schéma de construction de BD. Comment vous avez fait avec Manon pour pouvoir travailler sur cette BD? Et ben pareil en fait, pareil. Alors non, faut juste préciser quand même que Manon, c'est pas n'importe qui, hein. Manon et moi, on a 10 ans d'expérience de création collaborative sur Hein. le site qui s'appelle le Forum Dessiné et qui Jean- a Jean- 12 ans aujourd'hui. que tu as créé Et toi-même? ouais, que j'ai Parce que tu as fondé, dit que que tu j'ai as développé. codé. C'est ça. C'est D'où ça. la partie développement web, hein, c'est là que c'est là que les histoires se rejoignent. Donc du coup, voilà, Manon était quelqu'un qui était extraordinairement prêt à ce genre de format, ce que je pense n'est pas le cas de n'importe quel dessinateur. Et puis c'était sa première BD et en fait, elle me faisait complètement confiance. Donc j'ai fait comme pour les autres, j'ai pris un Excel et j'ai rempli les colonnes. Et en fait, on a fait, non, en fait, c'est le même format mais en deux colonnes. Voilà, tout était en deux colonnes. D'abord, j'ai écrit le scénario de l'histoire globalement. Donc pareil, document Word, deux colonnes, avec à gauche, Colline se réveille, c'est le matin, elle va faire un dessin, et à droite, Marley se réveille, c'est le matin, et son mec va pisser aux toilettes, voilà. C'est exactement ça. Et en fait, C'est ça. oui, c'est ça, c'est le début. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Son mec, Et il est là, il va pisser aux toilettes. ouais. J'adore. Et du coup, J'adore la façon de suivre. Vas-y, là-dessus, ça a continue. été notre support pour travailler le sens en fait qu'on voulait mettre dans l'album, parce qu'en fait, il y a trois axes importants. Il y a l'axe du numérique, donc quelles astuces graphiques on va mettre, quel code on va reprendre, parce que pour nous, la bande dessinée était avant tout axée sur la communication digitale. Hein. Le deuxième axe, c'était leurs aventures, enfin, leurs lignes individuelles, leur progression dans leur vie. Donc du côté de Marley, c'est une question
retrouver ses passions, retrouver sa place alors qu'elle s'est laissée un peu bouffer. Et du côté de Colline, c'est une question de d'assumer ses rêves, de dépasser ses peurs pour réussir pareil, à s'assumer en tant que dessinatrice. Donc ça, c'était le deuxième axe. Et le troisième, c'est la relation entre les deux. Donc voilà, les sentiments qui changent, etc. Et en fait, on vérifiait sur cette petite nouvelle en deux colonnes euh, que les deux axes fonctionnent, que tous ces axes fonctionnaient bien et qu'on allait quelque part. Et quand on a terminé, on a tout passé sous Excel, une colonne chacune, et on a compté les pages. Ce qui était D'accord. extrêmement important puisqu'on a toujours deux pages en vis-à-vis, donc il faut bien vérifier que pendant que l'une fait une action en trois pages, il faut bien que l'autre fasse quelque chose en trois pages, donc c'était vraiment essentiel. Et une fois qu'on a fait ça, pareil, le matin, on se retrouvait, on se faisait un petit brainstorming, découpage chacune de sa case, écriture chacune de ses dialogues, parce qu'on tenait vraiment, on tenait vraiment en fait à ce qu'il y ait une personnalité des deux côtés. Mhm. Donc Marley a plus ma façon de parler et Colline a plus la façon de parler de Manon, même si ça reste des personnages. D'accord. Et voilà, et puis ensuite chacune, le line, la colo, et le soir on a fait une planche chacune et on a fait ça pendant quelques mois. On a fait Parce que 100 t'as pages été, chacune. parce que t'as été là-bas, hein, je crois, pour bosser avec Manon, si je me trompe pas. Ouais, on a été toutes les deux là-bas, on est toutes les deux françaises, hein. On a toutes les Ouais. deux bougé là-bas pendant juste voilà, le temps de faire la prod. Et c'était, en fait, c'est ça qui a fait que Marley était au Québec. C'est qu'il y avait justement cette opportunité d'aller puiser une autre culture, un autre environnement et d'autres codes qui étaient vraiment intéressants et qu'on ne peut pas avoir en l'imaginant seulement. Donc il y avait vraiment un besoin de s'immerger et d'explorer le Québec pour le rendre crédible pour Marley, qui du coup est une Française expatriée au Québec. Moi, j'aurais jamais Mhm. osé prétendre incarner une Québécoise, mais au moins à travers mon regard français, je pouvais retranscrire un peu ça et donner cette Ok. diversité à l'album, de pas être juste, je sais pas, Paris, campagne, quoi. Ok. Ouais, non, mais c'est réussi. Et du coup, pour reprendre une des questions, même si Manon a répondu, vous êtes tous les deux calés sur ton rythme finalement, enfin sur ce rythme 9h 18h, on travaille une planche par jour et ainsi de suite quoi. Vous êtes toutes les deux calées sur ce rythme-là. Ok. Ouais, Euh, complètement. complètement. C'était chez Marabel. Ouais. Euh, du coup, c'était pas ton même éditeur. Non. Là. Euh, pourquoi ce choix, si c'était un choix personnel, enfin, ou si c'était un choix commun, ou du coup, est-ce que c'était réellement plutôt un choix, ou est-ce que c'est que tu l'as proposé à plusieurs personnes et c'est les seuls qui ont répondu? C'est exactement ça. Il se trouve que mon éditeur, que j'aime de tout mon cœur, Ouais, ne l'a pas pris, ne l'a pas voulu. on n'a pas Donc je suis voulu. allée le proposer ailleurs. Et, euh, et en fait, le résultat était probablement bien mieux que ce qu'il avait imaginé. Et du coup, il est d'autant plus prêt, je pense, à me suivre sur des projets. Même si le premier abord, le dossier peut ne pas lui parler, mais il va plus m'accompagner pour en faire quelque chose qui lui semble viable. Et au D'accord. final, voilà, ça fait partie, je pense, de ce qui a construit notre lien entre autrice et éditeur, ce livre qui n'a pas retenu. D'accord. Oui, du coup, parce que il a été vendu en France, en Italie. Alors ça, c'est une question que j'ai à te poser. Tes trois bouquins, si je me trompe pas, Goupil-ou-Face, enfin les trois que je cite ce soir, mais Goupil-ou-Face, celui-là et L'homme de la situation, euh, ils sont tous en italien déjà. Ouais. Pourquoi? Alors, Goupil-ou-Face, il est Pourquoi? aussi en Corée, que je me Ouais. trompe pas, hein. Coréen, italien et français. Euh, celui-là, il est aussi en italien et en français au Québec, français Ouais. québécois, ce qui est un peu logique puisque ça permet de faire le lien avec le lieu de création. Et même le dernier est déjà en italien. Ouais, il est sorti en Italie avant la France. Et ça, Mais c'est quand même très pourquoi? drôle. Et pourquoi? Ben,
Bah, pour la même raison, en fait, j'ai trouvé une éditrice là-bas avec qui je travaille bien et qui pareil, a confiance en mes projets et a D'accord. envie de les soutenir. Et je trouve que, enfin, ce genre de relation, moi, c'est le mieux qu'on puisse trouver quand on a vraiment un partenariat qui est sincère et qui fonctionne des deux côtés. Et en fait, donc elle a acheté les droits de Goupil ou Fast et elle m'a invitée en Italie pour faire une tournée promotionnelle. Et en fait, c'est là qu'on s'est D'accord. rencontrés et qu'on a vraiment eu un bon feeling. Et du coup, je lui ai reproposé bah, les deux suivants. Et à chaque fois, elle a dit oui. Et c'est vraiment chouette d'avoir un partenariat qui dure. Et c'est tant mieux pour les lecteurs italiens parce que contrairement aux lecteurs espagnols ou coréens qui ont pu aimer le premier, bah, les Italiens, ils ont les autres. Ouais, c'est ça. Donc c'est Alors oui, plutôt cool. il y avait l'espagnol pour Goupil face aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Euh, alors, on nous a posé une question, Rob 1 et Pop a posé une question sur l'auto-édition. On en reviendra tout à l'heure parce que je voudrais faire aussi un lien dans le suite de l'échange sur tout ce que tu fais sur Tipeee et ainsi de suite. Donc, je garde la question, je la prends juste un petit peu de côté et qui s'inquiète pas, je reviendrai dessus. Pas de Euh, souci. ta, 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 ta. Hop, 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 hop. Parlons maintenant de ton dernier album. Alors du coup, on est là pour ça aussi un peu ce soir, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Cette nouveauté de Lou qui est sortie en janvier. Je te laisse faire un pitch. Comment tu vas pitcher ta BD? Alors. Euh, le pitch, waouh. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est un thriller, donc Yes. il y a beaucoup de surprises. Et en toute honnêteté, si je prends trop de précautions, ça va ressembler à un scénario de Joséphine Ange Gardien, puisque c'est l'histoire un mec qui va sauver des enfants défavorisés dans une banlieue, etc., etc. Donc c'est l'approche par le début. Moi, si je devais pitcher ce livre, ce serait plutôt dans le sens en fait que j'y ai mis. C'est que c'est l'histoire en fait, c'est une histoire d'un homme fort qui est un peu la symbolique de l'homme dans le rôle que lui investit traditionnellement la société. C'est-à-dire qu'il Hmm. doit être protecteur, il doit être sûr de lui, il doit pas pleurer, etc. Et cet homme qui a toujours épousé ce rôle bien volontiers, se retrouve mis en difficulté. Et en fait, se rend compte, ou se rend pas compte, mais on n'a plus besoin de lui, en fait. Ni son métier, qui a trouvé quelqu'un qui faisait très bien les choses à sa place, ni sa compagne, qui en fait a besoin d'être indépendante et ne veut plus de lui. Et en fait, c'est vraiment le questionnement. Lui va se raccrocher, essayer de se retrouver une utilité euh, pour redevenir cet homme de la situation, cet homme fort. Mais en fait, c'est peut-être pas possible. Et c'est vraiment un moment où il va être obligé de se confronter à tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui, à tout ce qu'il est, à tout ce qu'il a construit, à tout ce dont il a peur. Et c'est vraiment ce cheminement-là qui va être proposé sous une forme plus ou moins inattendue. C'est Faut pas compliqué, en c'est dire toujours très plus. compliqué. Donc du coup, on arrête là parce qu'effectivement, faut pas spoiler et du coup, finalement, je suis d'accord avec toi. Si tu le résumes façon Ange Gardien, il y a pas réellement d'intérêt. Par contre, ce que tu viens de nous dire, je trouve que c'est très intéressant et euh, et effectivement, il y a cette notion de quand on quand tout s'efface sous nos pieds, qu'est-ce qui se passe et comment on le gère. Moi, je l'ai un peu ressenti comme ça. Euh, c'est un thriller. T'es passé d'une histoire personnelle à une histoire de communication et d'amour à un thriller. Comment tu passes de ces différents types d'histoires-là? Et avant ça, j'ai fait des strips de la BD limite franco-belge et des strips d'humour. Donc j'ai envie de dire, aucun de mes livres ne se ressemble. Et en fait, euh, c'est juste que j'ai envie d'aborder des sujets différents euh, et qu'en fait, j'adapte le genre et le style de dessin au sujet.
C'est la raison d'ailleurs pour laquelle L'homme de la situation a été vraiment difficile pour moi, parce que graphiquement, c'est le mieux du mieux du mieux que je pouvais faire. J'ai vraiment poussé dans mes derniers retranchements et encore, je suis pas complètement satisfaite. Mais, mais voilà, c'était vraiment un stretch pour moi. Mais en fait, on peut pas parler d'un huis clos qui se passe dans un hôtel un peu creepy si on utilise les dessins tout mignons de Goupil-Loufas qui sautent partout. Enfin, c'est pas possible. Donc pour tenir ce propos-là, il fallait que je change de genre, il fallait que je change de style. Et, euh, et voilà, j'aime bien tenter de nouvelles choses. En fait, il n'est pas vraiment question pour moi de faire un tome 2 à des choses que j'ai déjà faites, à moins que ce soit prévu d'avance comme une série. Donc voilà, je bouge. Et du coup, est-ce que alors c'est peut-être con hein, ce que je vais poser comme question, mais est-ce que t'as pas peur que certains lecteurs qui te suivent depuis le début soient un peu perdus par ce changement graphique? Alors, le changement graphique, je pense pas. Parce que enfin, j'ai pas l'impression, en fait, et je pense que beaucoup de lecteurs, de toute façon, qui s'intéressent vraiment à mon travail dans sa globalité, euh, sont aussi curieux de voir ce que je peux faire. Après, je pense que dans le changement de ton, oui, je peux perdre certaines personnes et que entre les personnes qui apprécient un récit LGBT très très basé sur voilà, l'acceptation, la diversité, etc., pour passer à un récit sur les hommes et en reprenant beaucoup de clichés qui sont sexistes, qui sont racistes, qui sont validistes. Je sais que je sais que je perds du monde et je sais que certaines personnes, du coup, sont pas sûres d'à quel degré elles doivent prendre ces propos-là, en fait. Mais c'est sûr que c'est pas dans la même lignée et les réflexions. Pourtant, la réflexion derrière est un peu la même, mais ce sont des angles qui sont très très différents. Donc, on verra. Ok, c'était juste une question. Euh, donc ça, j'ai posé la question, je regarde, hein, je pourrais être sûr. Le fait qu'il soit reporté, donc tu m'as dit, il a été terminé fin 2019, il a été reporté de 6 mois. C'est dû à quoi le report? C'est dû au coronavirus. Uniquement au coronavirus. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ils ont beaucoup bougé leur catalogue, effectivement. Dupuis a beaucoup changé. Je crois que la semaine prochaine, je reçois Véro Caso. Et effectivement, Olive aussi a été décalé pour la série Olive. Ils ont décalé beaucoup de choses sur le premier confinement, en fait. Après le C'est ça. deuxième, ça a été, voilà, ils ont géré. Après le premier confinement, ils ont beaucoup décalé, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment eu, je pense, on était tous un peu stupéfaits, pas que dans le milieu du livre, on savait pas trop Bien ce qui allait sûr. se passer. Et en fait, très très tôt, ils ont décidé de reporter. Et après, c'est une question aussi de moment de l'année, d'envergure du livre et de l'auteur. Moi, clairement, je suis pas une autrice méga connue qui vend dans les carrefours et dans les relais, hein. Du coup, il y a vraiment des périodes de l'année qui sont plus propices à de la découverte et à des titres qui sont peut-être un peu moins attendus. Et donc, c'est ça aussi qui conditionne le décalage à tel ou tel moment de l'année. Donc, entre juin et janvier, ça faisait quand même un maxi décalage et j'avoue que c'était difficile à vivre parce que ça avait été dur, ça avait été dur en termes de dessin, ça avait été dur à plein plein de niveaux et j'avais juste besoin que ça sorte. Et en fait, c'est pas sorti. Et du coup, ça a été ouais, un livre difficile. Mince, il est pas là. Oh non, encore 6 mois. Eh oui, c'est dur. Ça doit être dur à gérer. Janvier, c'est une période en théorie qui est très porteuse sur la BD parce que il y a notamment le festival et on sait que le festival, ça permet de jauger aussi en termes de vente, en termes de pas mal de choses, de l'intérêt qu'il peut y avoir pour les BD. Euh, cette année, il n'y a pas. Euh, Est-ce que tu as déjà des premiers retours sur les ventes ou pas? Non, Non, pas encore. non, je sais pas du tout.
tu sais pas du tout. Euh, alors moi, j'ai déjà fait ma publication, hein, on en a déjà parlé. Effectivement, on l'interprète pas forcément tous de la même manière, et du coup, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, quand on en a, je t'ai demandé quel était ton sentiment sur ce que j'avais écrit, tu m'as dit, bah, c'est pas du tout la façon dont. Enfin, je pensais pas qu'on allait pouvoir l'interpréter comme ça m'a fait rigoler. Euh, Moi, ce que je peux en dire de cette BD, juste pour continuer à donner envie. Alors déjà, il y a des choses que j'aime beaucoup dans les bandes dessinées. Pardon, excusez-moi, je peux bouger le trépied. Excusez-moi aussi à ceux qui regardent. Euh, J'aime beaucoup quand la couve nous parle et je trouve que la couve, elle est très intéressante. Euh, alors, il y a un gros travail. On le voit pas trop là. On en a parlé de ton livre il y a pas longtemps avec Cathy qui est en ligne. Euh, la couve, il y a l'homme, il est tout en blanc, mais en fait, il y a la petite ceinture, il y a le sac sur l'épaule, hein, si je me trompe pas. Il y a son petit col en V. Donc, il y a un gros travail sur la couve. Et alors, c'est peut-être moi, mais il y a un travail aussi de brillance sur les yeux de chaque personnage. Et en fonction de la façon dont on regarde la courbe, le regard des personnages fait passer un sentiment différent. C'est quelque chose de voulu, ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, Des faut fois, savoir que je vois la qu'il y couve, a un c'est train. pas. La couve, c'était pas notre premier essai. En fait, on avait fait une première version qui faisait l'unanimité. C'était super cool, jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte qu'il y avait déjà un livre qui avait une couverture très très similaire. Oh, Et oh, en mince. catastrophe, il a fallu tout recommencer. Et en fait, c'est ça qui est arrivé. Et en fait, on est tous d'accord sur le fait qu'elle est mieux que la première. Hein. C'est pas pour le plus mal. Mais ouais, mais ça a été vraiment compliqué. Et du coup, je pense, je l'ai vraiment pour le regard des personnages, le rôle, etc. En fait, j'ai vraiment écrit ce livre en partant de la fin. J'ai vraiment commencé par le dénouement et la symbolique et tout ce dont je ne suis pas censée parler en live. Et en fait, je remonte le fil jusqu'au début qui est très banal, mais en fait, tout est imprégné de ce sens. Et je pense qu'on ne le lit pas pareil la première et la deuxième fois. Je pense. En tout cas, moi, il y a des doubles sens partout dans tout ce qui est dit, tout ce qui est montré, et tout est pour moi pensé en fonction de la fin, mais tout est un peu dissimulé. Donc, et en fait, la couverture, c'est pareil, où j'ai représenté sur la couverture vraiment ce que je pensais, ce que je ressentais par rapport à la fin, mais de façon à ce que ça ne se devine pas et que ce soit une couverture qui soit juste attrayante et qui, voilà, qui dégage graphiquement quelque chose. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est très significatif, mais j'essaie de le cacher. Voilà. Alors, moi, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Moi, j'aime bien quand la couverture nous parle, justement, et quand on passe du temps aussi, finalement, à regarder la couverture. Ouais, c'est un petit tic sûrement, mais j'aime bien quand ce que je vois là, quand je tourne les pages, je me dis, ah oui, j'arrive à faire des liens. Ça m'arrive des fois d'avoir une couve et puis de regarder l'intérieur et je trouve parfois que la couverture ment. Et là, la couverture, elle ment pas. En fait, elle a cette notion. Il y a une notion d'inquiétude, de réflexion, avec un dégradé de couleurs, des regards qui sont différents, des personnages en haut qui sont plus on monte, plus il y a des choses qu'on peut interpréter. Donc voilà, moi, j'aime ça et bravo pour cette couve, elle est super. Je le redis parce que moi je trouve que c'est très intéressant de regarder aussi le travail sur la couve. Et effectivement, dans ton bouquin, moi j'ai aimé. Tu dis il y a des doubles interprétations, il y a toute la chose. Je dis souvent quand je regarde les commentaires qui ont été faits sur ton livre. Je dis souvent qu'il faut pas avoir peur d'être perdu, parce qu'il y a des moments où on peut le sembler, mais finalement à la fin tout
tout devient un peu plus clair sur le message que tu as potentiellement voulu faire passer. Et, euh, et moi, j'ai aimé me sentir perdu. En fait. J'ai aimé à un moment dire chou. Et voilà, j'ai aimé ça. Faut aimer ça. Je trouve que graphiquement, il y a du changement, mais même dans ta structure, je trouve qu'il y a du changement en termes de narration. Euh, et effectivement, il y a des notions de noir. Tu parlais tout à l'heure, alors sans qu'on regarde le texte, mais effectivement, on est dans quelque chose de plus sombre. Et tu l'as dit, c'est un thriller. Tu fais bien passer les messages. Euh, je vous engage encore une fois à le lire. Euh, voilà, l'homme de la situation, c'est lui. Et je trouve que tu le traduis bien au-delà de la couve. J'aime aussi. Je vais trouver la première page. Voilà. Euh, je trouve que là aussi, le message que tu veux faire passer, tu le fais passer aussi à travers cette première image. Et tu l'as dit quelque part, cet homme qui a la sensation d'avoir tout le monde sur les épaules. Euh, Très belle réussite, ce livre-là. Moi, j'ai aimé. Alors, j'ai aimé de façon différente. Et effectivement, tout à l'heure, la question, elle était pas innocente de dire, est-ce que t'as pas l'impression est-ce que t'as pas peur de perdre tes lecteurs? Parce que aussi bien dans Goupil Face, où j'ai découvert plein de choses, c'est assez pédagogique, assez intime. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, Là, j'en ai discuté encore il y a pas longtemps avec un ami qui l'a juste découvert, hein, qui a découvert il y a une semaine la BD, tu vois, comme quoi c'est pourtant début 2019. Il m'a dit, mais c'est super bien fait, c'est super intelligent, le travail aux deux autrices, il est super. Euh, et moi, j'ai aimé ce que ça racontait, j'ai aimé le message que ça véhicule. Euh, et je trouvais ça super, mais du coup, on est vraiment sur trois histoires différentes. Et j'ai aussi aimé ça. J'ai aussi entendu des personnes qui ont été un petit peu perdues, justement. C'était pour ça ma question, où ils attendaient Lou autrement, peut-être. Et moi, je dis que justement, il faut pas se laisser enfermer. Je pense que tu as bien raison de pas te laisser enfermer. Honnêtement, ça faisait partie de mes motivations aussi. Où, les deux précédents, on a une fille bipolaire, on a une fille qui aime une fille. Je le voyais en fait dans certains retours, dans certaines catégorisations qu'on me rangeait en littérature féminine. Et je ne veux pas faire de la littérature féminine, je veux faire de la littérature tout court. Et c'est vrai que voilà, les lecteurs qui me demandent de faire un Goupil face spécial schizophrénie ou comment être enceinte et bipolaire, ce genre de choses, bah oui, forcément, la situation ne répond pas à ces attentes. Mais c'est pas grave, au pire, je me dis que je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde et ça va peut-être au contraire toucher des publics différents, des gens qui seraient pas du tout intéressés par voilà, des choses un peu plus personnelles et qui préfèrent l'aventure à la franco-belge, mais ils ont peut-être plus de chances de s'intéresser à l'homme de la situation qu'à Goupil ou Face. Donc, tant que chacun y trouve son compte et passe un bon moment de lecture. C'est le principal. On a une question sur le versant psychologique des choses. Gwenaëlle nous dit, le versant psychologique est présent dans tous les ouvrages, une évidence qui s'impose d'elle-même dans le choix de tes sujets. Je pense plutôt que c'est un filtre, en fait. C'est ma perception de différents sujets où je fonctionne de façon très émotionnelle, donc je vais analyser les situations et aborder les sujets de façon très émotionnelle, alors que ce serait peut-être possible de le faire par d'autres biais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose même qui se retrouve. Mon premier roman, c'était l'histoire d'un garçon, d'un lycéen on dirait, assez neutre, un peu asocial, un peu timide, qui pouvait voir ce que les gens imaginaient et qui s'en servait pour venir les aider. Donc il y avait déjà une part très forte de plonger dans l'imaginaire et de comprendre les fonctionnements et les failles de tous ces gens qui croisaient.
Ouais, ouais, ça reste. Donc je pense que c'est quelque chose de durable. Je sais pas si ce sera le cas pour le prochain, mais, mais on verra. Ok, plusieurs personnes nous disent, enfin Steph, Emma nous a dit que c'était génial de proposer des choses différentes. Donc on le découvre aussi quelque part d'une autre manière. Et j'ai vu que Rob il faisait, c'est super. Donc continue et moi je suis assez d'accord avec ça. L'idée c'est d'évoluer et puis de découvrir ton univers autrement. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Euh, En octobre 2020, waouh, je te ramène un peu loin. Tu as publié euh, sur ton compte Insta, mais pas seulement, tu as publié deux choses. Un, tu as publié l'évolution de ton dessin de ton début jusqu'à en sorte de ça. Je vous engage à aller le voir parce qu'elle nous en parle, elle nous en a pas, tu nous en as parlé tout à l'heure en montrant ton premier dessin jusqu'au dessin de maintenant. Je trouve que c'est bien de montrer aussi l'évolution de ton travail graphique. Je trouve que c'était très intéressant. Et la publication qui était juste avant, c'était une publication qui s'appelle La fâche cassée de la BD. Je sais pas si ça te parle. Oui, oui, Alors la oui, face oui. cachée de la BD, tu t'as fait ce qui se voit, la face cachée de l'iceberg en fait, hein, c'est ça finalement, où t'as la BD qui sort et puis graphiquement tu nous montres tout ce qu'il y a autour. Euh, Ma question c'est du coup tout ce que tu fais avant versus la création propre de la BD, c'est-à-dire l'écriture, ça te prend combien de temps dans ton temps global? Mais en fait, je Parce qu'en fait, la considère que BD, tout fait c'est pas partie. juste écrire. Non, c'est tout. En fait, pour moi, tout fait partie de la création, sauf Hein. les factures et deux, trois trucs qui sont pour le coup vraiment. Ouais. Mais tout le reste, enfin, pour moi, fait partie du métier, en fait. J'ai du mal à dissocier tout ça. C'était plus. En fait, on a une vision quand même très romantique du créateur, de l'auteur, de bande dessinée ou de littérature. Bah voilà, je vais écrire un peu, puis j'allais promener mon chien dans la forêt en prenant de l'inspiration, puis l'après-midi, je boirais un thé en écrivant encore un peu. Et en fait, moi, je le conçois vraiment comme un métier. Je parle déjà des horaires tout à l'heure. Hein. Mais ça, c'est un boulot. Après, c'est un boulot qui est super et qui permet vraiment d'avoir une démarche d'auteur individuel qui permet vraiment de proposer les choses. Mais c'est un boulot au même titre que le métier de game designer est un boulot ou de, voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est un peu ce que D'accord. j'essaie de montrer, que je suis pas née avec un crayon magique qui fait que je sais dessiner. Non, c'est faux. Je dessinais hyper mal au début et qu'il y a du boulot en coulisses parce que c'est comme ça se construit et c'est super important. Il y a quelque chose qui m'ennuie toujours un peu, c'est quand quelqu'un vient me voir avec un scénario ou une idée de scénario et me demande de le dessiner pour lui. Alors, d'une, bah, j'aime pas ça, donc je vais pas le faire pour quelqu'un d'autre. C'est juste pas la bonne personne. En fait, je suis pas une dessinatrice, je sais dessiner. Et en fait, quelquefois, ils me disent, en tout cas, quand ce sont des auteurs débutants qui ont vraiment envie de raconter quelque chose de personnel, mais ils savent pas dessiner. Et j'ai envie de leur dire, mais moi non plus, en fait, je savais pas dessiner. C'est une compétence qui s'apprend. Et ça peut être quelque chose qui s'acquiert, en fait, si vraiment vous avez envie de raconter votre histoire à votre façon, ben, vous pouvez peut-être trouver le moyen de le faire vous-même. Et pour moi, c'est ça que j'ai envie de montrer, en fait, que c'est un progrès qui se fait avec le temps, un travail, ce sont des heures d'apprentissage et pas un don. Voilà. Il y en a qui ont des facilités, des facultés, mais effectivement, ça peut aussi s'apprendre et se travailler. C'est le message que tu veux faire passer. Et du coup, c'est aussi un beau message. En travaillant, on arrive à sortir de très belles choses. Ouais, c'est ça. Et puis, des facilités, c'est une chose, mais il y a aussi des sensibilités différentes au sens où, moi, il y a plein de types de dessins que je pourrais jamais aborder parce que juste, j'ai pas cette façon d'aborder les choses. Et au final, mon dessin, il est très clair, il est très net, il est très bien fini. Il n'y a pas voilà, c'est pas un dessin qui va dans le graphisme, dans le coup de crayon, etc. Et je pense que mon dessin ressemble à la façon dont fonctionne mon esprit, en fait.
j'ai un esprit qui est hyper carré, qui fait des tableaux Excel. Donc mon dessin fait des tableaux Excel aussi. C'est ça, Et ton dessin fait des tableaux Excel. ouais, c'est ce qu'on voyait avec Manon en fait quand on faisait la fille dans l'écran. Où Manon, au contraire, elle a un dessin qui est beaucoup plus organique, où il y a beaucoup plus de traits qui viennent poser des volumes et des ambiances. Et je pense que la différence était quand même très forte entre nous deux et c'est ce qui rendait aussi le parallèle intéressant. Je suis tout à fait d'accord. C'était vraiment très agréable à lire. Du coup, t'envisages jamais de faire un scénario, de faire du dessin pour quelqu'un d'autre, mais l'inverse. Bah, l'inverse, je l'ai déjà fait, du coup. Je l'ai fait en 2010 avec ma première BD. Je l'ai un peu fait avec La fille dans l'écran, même si pour le coup, la collaboration, elle est bien au-delà de dessin, scénario. Et c'est quelque chose qui m'intéresse a priori beaucoup. La barrière à franchir, c'est que, bah, comme ce que je disais un peu plus tôt, je fonctionne de façon très intuitive. J'écris rarement un scénario ou un storyboard. Et il faut pouvoir trouver quelqu'un avec qui on peut faire fonctionner les choses parce que si j'écris un storyboard d'une traite pour qu'il soit interprété 6 mois après, d'une, ça va être très rigide et pas forcément très naturel, je pense, enfin, mon écriture. Et de deux, je vais avoir envie de tout remodifier en fait au fur et à mesure de la création parce qu'il y a tellement de choses qui se créent au fur et à mesure que j'ai envie bah, de rebondir dessus et de les inclure et de les adapter. Donc voilà, il faut trouver le bon dessinateur. C'est ça, avec la personne avec euh, qui t'as confiance, avec qui t'as déjà travaillé, qui connaît ta façon de travailler. Ça pourrait être, je dis ça comme ça pourrait être avec Manon, par exemple. Ah oui, complètement. Ouais, j'ai pas Donc peur. ça, t'aurais pas peur de le faire avec Manon, parce que, ok. Euh, Il y a tout un tas de choses qui ont été faites. J'en parle parce que tu l'abordes aussi beaucoup et je trouve que c'est assez intéressant d'en parler maintenant. Euh, cette dernière semaine, à l'occasion d'Angoulême phase 1, parce qu'en fait, il va y avoir Angoulême phase 1. Il y a eu Angoulême phase 1 où il y a eu les prix de données. Il y a aussi Angoulême au mois de juin en théorie. Il y a eu un appel à la grève des auteurs, une grande partie des auteurs. Euh, Toi, tu as publié sur ta page un rapport sur les états généraux, une enquête en 2016 où tu expliques, je reprends tes mots si ça ne te gêne pas et n'hésite pas à compléter au besoin. 53% des auteurs ne touchent moins que le SMIC, 67% chez les femmes, donc ça c'est sur la source. C'est une rémunération forcément très faible et imprévisible, pas de chômage, pas de congé PG, ainsi de suite. Les dédicaces sont généralement pas rémunérées. Et du coup, toi, tu as choisi, enfin, déjà, euh, toi, est-ce que si on parlait que de BD, est-ce que tu arrives à vivre correctement? Et si on prend l'exemple de la fille dans l'écran qui a été vendue, et ça, c'est toujours chez toi hein, qu'on l'a vu. Je le redis, hein, on travaille avec Claire, fille fan de BD, sur l'élaboration des lives. Que en gros, ça, c'est 17,50 €. En règle générale, c'est 8 à 10% pour l'auteur. Donc, s'ils sont deux, bah, c'est divisé par deux. On est bien d'accord. Donc, en gros, sur un bouquin, c'est 1,50 € qui arrive à l'auteur. 1,40 € je crois que tu as précisé. Donc, ça fait 0,70 par personne. Sur la fille dans Autant, l'écran, oui. ouais, sur la fille de l'écran. Autant dire que c'est pas grand-chose. Et donc, c'est 0,70, mais à la hauteur de, enfin, jusqu'à l'avance qu'on vous fait, tu touches rien, et puis après, tu touches un petit peu, quoi. Alors, donc en gros, je crois que tu dis, pour être très clair, que c'est 4 500 € chacun. L'avance, ouais. Ouais, Net, d'avance. net. C'était d'avance net, hein, oui. Ouais, c'était 10 000 divisé par deux, et puis on enlève les charges, c'est comme ça que tu le précises. Euh, déjà, déjà, ça veut dire que globalement, une fois que tu as fait ça, est-ce que vous avez dépassé le seuil de vente pour pouvoir vous faire de l'argent à côté? Alors, Première chose. à l'heure actuelle, au dernier relevé qu'on a eu, non.
Et les relevés mettant très longtemps à arriver. Qui sait? D'accord. Voilà. Parce que ça veut dire que globalement, tu commences à toucher quelque chose au bout de 7000 exemplaires, c'est ça, à peu près? Oui, c'est quelque chose comme ça. Je sais plus Ouais, exactement. j'ai fait un calcul bateau par rapport à ce que tu me dis, hein. J'ai fait les 10 000 divisé par 1,40, ça fait 7100 et quelque chose, donc ça doit être dans les trucs là. Ça veut dire Mhm. que globalement, euh, tu parles que pour la France là du coup, parce que pour Ouais, l'Italie ouais, c'est ouais, autre que pour chose, la hein, c'est France. que pour la France. Donc du coup, ça veut dire que vous avez travaillé combien de temps oui, c'est fou et c'est pour ça que j'aime bien en parler aussi pour que tout le monde s'en rende compte. C'est effarant à chaque fois qu'on en parle, les gens restent choqués, mais c'est aussi la vraie vie des auteurs et c'est aussi important d'en parler. Du coup, vous avez travaillé combien de temps, tout compris, toutes les deux, pour ça? Euh, alors juste la prod, donc sans compter les préparations, l'écriture, le découpage, ni la promotion, il me semble que c'était 6 ou 7 mois. J'avais calculé, on vivait avec 670 € par mois chacune. Et en fait, on se dépêchait. On a fait ça hyper vite parce qu'on n'avait pas les moyens de faire durer. On n'est pas payé au mois. Ouais, c'est clair. T'es pas payé au mois, effectivement. Qu'est-ce que tu penses de la grève du coup c'était pour retraduire tous les éléments que j'ai pris là, hein, je le redis, ils sont disponibles sur ton site, ils peuvent aller voir. Et du coup, ça va me faire le lien avec le site après parce que il y a le lien avec le site, le lien avec Tipeee et tes activités. Enfin, du coup, le déroulement, il est là aussi. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'appel à la grève? Alors, j'avoue que cette année, je ne l'ai pas vu passer parce qu'en fait, j'ai même pas vu Angoulême passer. C'est l'impression que c'est complètement à côté. Mais après, sur le principe, je trouve ça juste fabuleux le travail qui commence à être fait sur les conditions. Et encore, ça, ce sont les conditions financières, donc qui sont peut-être les plus perceptibles, les plus choquantes en fait, parce qu'on se rend vite compte de ce dont il s'agit, mais il y a plein de choses qui ne vont pas. Hum, Et du coup, je trouve ça vraiment top que ça commence à bouger et que même les auteurs commencent à s'en emparer, parce que souvent, c'était quelques personnes isolées qui se battaient pour ça. Et là, il commence à y avoir une ampleur qui commence à prendre, et je trouve ça juste très réconfortant en fait et très encourageant parce que waouh parce qu'il est temps et voilà donc je sais pas j'ai pas été retrouvée dans la situation de devoir choisir la grève ou non à Angoulême mais je me sens d'accord. extrêmement solidaire de tous les auteurs qui essaient de faire bouger les lignes et c'est vraiment bien Ouais. voilà j'espère que grâce à eux la situation de la fille dans l'écran ne se reproduira pas d'ici quelques années enfin pour personne parce que c'est juste abusé comme travail. Enfin, encore une fois, c'est pas. On est dans une dynamique là de l'éditeur qui fait une faveur à l'auteur de publier cette œuvre qui compte tellement pour lui. Et du coup, il n'a pas besoin d'être rémunéré parce que la rémunération, en fait, c'est de voir son nom sur la couverture. Hein. Il est payé en gloire. Et non, en fait, c'est un travail, c'est un boulot et ça prend du temps et ça consomme des ressources et on paye des impôts, etc. Enfin, donc, Ouais, ouais, donc c'est vraiment quelque chose à mener et je suis vraiment contente de voir que ça bouge. ouais. Alors l'appel, hein, euh, Il a été, il a commencé l'année dernière en 2000, donc 20, janvier 2020, lors de à Angoulême, le président est passé, parce que c'était censé être 2020 l'année de la BD. Le président est passé, donc il y a eu une première phase de grève et à la remise des prix, il y a eu euh, un appel. Aux auteurs à ne pas revenir à Angoulême. Alors, je pense pas que ça soit contre Angoulême, c'est juste pour marquer, parce que Angoulême, c'est le premier salon en France. Il doit pas être loin d'un des premiers salons européens. C'est celui qui marque le plus et qui a un plus gros rayonnement. Donc, je pense pas que les auteurs, je peux me tromper, mais soient contre Angoulême. Les auteurs essaient juste de marquer au moment où il faut marquer. Et effectivement, à l'occasion parce que vu s'est tenu 3 ou 4 jours la semaine passée,
où il y a eu les distributions des prix. Il va revenir en juin. Et c'est pour juin, en fait, qu'ils appellent à boycotter ils appellent globalement à boycotter Angoulême tant qu'il n'y a pas, tant que ce sujet-là n'est pas statué. Et, il y a eu des états généraux, il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites. Et du coup, c'est important, effectivement, que les auteurs s'en emparent. Et c'est important que, que tout le monde politique prenne bien conscience de l'état de la création, parce que sinon on n'en aura plus. Et ce qu'on peut appeler comme une idée française de la construction, entre guillemets, ou de la culture, bah, si on continue comme ça, on n'aura plus d'idées, parce il y aura plus de personnes derrière pour pouvoir le faire. Donc vous avez bien raison de vendre. Voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Euh, savoir si ça va faire bouger les choses d'ici juin. Je sais pas encore. Du coup, Steph demande si vous avez un travail à côté. Eh ben non. Aujourd'hui, je vis de la bande dessinée grâce au fait d'être passée chez de grands éditeurs qui rémunèrent le Un travail. peu mieux, Et c'est ça, ça. enfin voilà, c'est bon. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est bon. Par Donc du contre, coup, sans vouloir avoir les chiffres parce que c'est pas le but, hein, mais du coup, il y a un écart de rémunération important. Du coup, si je comprends bien entre ça et ça. énorme. Disons que avec l'avance de Dupuis, Bon. j'avais mon SMIC un peu plus grâce à Tipeee. Et ça, c'était une victoire énorme parce que si je remonte en arrière, bon, la fille dans l'écran, on en a parlé, Goupil ou face, j'ai rien eu en fait. Je l'ai fait gratos, avec comment, les droits d'auteur, bien entendu, mais sans avance. Donc pendant que je faisais Goupil ou face, là, j'avais pris un job de développeuse web, donc quoi, c'est utile. Et je bossais 2 jours et demi dans une agence. C'est 3 jours et demi sur Goupil ou face et j'avais un jour de repos par semaine. Et en fait, j'ai fini cramée parce que Tu c'est m'étonnes. beaucoup de jours et ça fait peu de repos et il faut sauter d'un état d'esprit à l'autre. Donc ça demandait quand même beaucoup. Et tout ça, du coup, avec un demi-salaire qui me venait de mon mi-temps. Et ça a tenu. Ça a fait l'affaire, Et, et je pense que c'est symptomatique des gens, des auteurs de BD qui n'ont pas la chance d'avoir un gros éditeur qui a les moyens et qui mettent les moyens sur leur projet. Mais en fait, il y a énormément d'auteurs qui travaillent trop, qui font trop d'heures, qui rognent sur leur vie personnelle parce qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout, parce qu'ils y croient. Et ça devrait pas être un choix entre ça, entre faire de la BD ou avoir un métier. Non, en fait, ça devrait être la même chose. Si on fait de la BD, ben, on a un ouais, métier. c'est ça, c'est son métier, quoi, peut-être faire de la BD. Euh, du coup, brièvement, ça, il a bien marché, Ouais, Goupil, parce que la réédité. Du coup, ça c'était t'a mon permis, pari, en quand, fait. Je me c'est suis ça. dit que ça valait le coup parce que je pensais sincèrement que ça allait marcher. Et, Et ça a marché. et ça a marché. Et ça marche toujours très bien. Et actuellement, c'est le bouquin qui me nourrit, quoi. On verra pour la suite, mais aujourd'hui, c'est ma valeur T'as, t'as, sûre. t'as une idée du nombre de ventes, toutes versions confondues, parce que c'est compliqué, mais France, tout pays confondu, tu sais combien tu en as vendu en unité ou pas, à peu Alors, près? sur les autres pays, je me souviens pas, mais en France, on a dépassé les 15 000. Ce qui est bien. Alors, je sais plus de quand datent les chiffres non plus, mais au dernier relevé, je pense fin d'année dernière, quelque chose comme ça, on devait être autour de 15 000. Et en fait, ce qui est assez spectaculaire, c'est que ça ne baisse pas. Ça continue, ça continue, ça continue, parce qu'il y a un public qui en a vraiment besoin, en fait. Je pense que c'est ça. Hein. C'est pas une BD que les gens découvrent par hasard et disent oh bah le dessin a l'air sympa, je vais la lire, pourquoi pas. Enfin, plus aujourd'hui en tout cas, sa sortie peut-être, mais plus aujourd'hui. Par contre, c'est un livre qui est recommandé entre amis par des professionnels de santé et qui fait que bah il continue et c'est cool. Ouais, c'est cool, c'est cool. Alors, euh, moi, je le recommande hein, parce que je l'ai lu aussi. J'ai encore la première version, donc je n'ai pas eu la deuxième version. Mais oui, lisez-le.
Euh, on apprend vraiment plein, plein de choses et c'est très intéressant. Euh, faut le lire, quoi. Je suis d'accord, si c'est une valeur sûre. Et en plus, ça te rapporte directement. Donc, ça arrive directement dans la popoche. Tes sous dans la popoche. Euh, ok. Du coup, à côté, tu passes à Tipeee puisque tu viens d'en parler. T'as aussi, donc pour ceux qui connaissent un petit peu plus le travail de Lou, elle a une page web, donc qu'elle a tout tricoté à la main. Je crois que c'est ce que tu as marqué en bas de ta page web. Euh, et donc, il y a plusieurs choses. Alors, je vais essayer de reprendre parce que j'ai plein d'idées dans la tête, mais je voudrais juste rien oublier. Euh, avant de passer à Tipeee, t'as créé le forum dessiné. Donc, ça, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe du forum dessiné? Il marche encore, il fonctionne encore, ça tourne. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert, quel était le but et comment tu le fais vivre? Alors, à quoi ça sert à s'amuser? C'est pas il n'y a pas de but, il n'y a pas de, on recrute pas des dessinateurs, on fait pas des trucs compliqués. C'est juste, tu viens, tu participes, c'est cool, tu arrêtes de t'amuser, tu t'en vas. C'est très très simple. Quelle était la deuxième question? Quel était le but? Comment ça fonctionne? Combien de personnes, par exemple, combien de personnes aujourd'hui là participent à ça, à l'échange? Je Est-ce que crois ça crée de l'émulsion? Est-ce que tu as des chiffres ou pas du tout? Ouais, ouais, j'ai des pages de statistiques et j'aime bien les tableaux Excel, j'aime bien les statistiques. Ouais. J'ai pas tout en tête. Tu m'aurais Euh, dit non, j'aurais dit c'est bizarre quand même. Mais ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a eu 2500 personnes qui sont passées depuis sa création, donc en 2008. C'est ça. C'est plutôt calme, hein. Ça a quand même tendance à se calmer d'année en année. Et en fait, alors, pour résumer simplement, c'est un site communautaire de dessin où chacun incarne un personnage, donc dessine un personnage, et va l'utiliser pour interagir avec les autres. Donc sans jamais redessiner le personnage de l'autre. Donc on va venir se copier-coller et de cette façon on peut parler à quelqu'un, le toucher, l'embarquer dans une aventure, etc. Donc on est vraiment sur de la BD improvisée, collective, et voilà, et d'un niveau très très disparate parce qu'on a aussi bien des tueurs en dessin bien 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 meilleurs que moi, que des gens qui commencent tout juste ou qui veulent pas se prendre la tête ou qui sont très jeunes et qui sont là dans une vibe beaucoup plus chill en fait. Et ça fait un gros mélange et il y a des histoires, il y a des débats, des conversations ouvertes, des expérimentations graphiques. En fait, il y a tout ce qu'on peut imaginer. C'est limité que par l'imagination des gens en fait. Même s'il y a tendance Ok. après à construire des schémas récurrents, etc. Mais à la base, voilà, il n'y a pas vraiment de limite. Donc, en gros, c'est comme une plateforme de jeu, nous dit Steph et Emma, mais en BD quoi. je suis bien d'accord et je pense qu'il y a beaucoup notamment de gameplay, si j'ose dire. On faisait aussi d'ailleurs des jeux de loup-garou dessinés, voilà, des choses vraiment ludiques. Parce que je venais de là, parce qu'en plus à l'époque j'étais étudiante en jeux vidéo, donc je baignais dedans, voilà, d'un bout à l'autre. Et voilà, c'est plus facile de développer un site que de développer un jeu. D'accord. Euh, alors, sauf si tu veux y répondre, il y a, euh, on avait dit qu'on ne parlerait pas trop de Goupil ou Face. Il y a Je une réponds question. pas aux questions personnelles, c'est ça. Voilà. Donc, David, voilà, c'était, j'aurais dû le dire au début, je suis désolé, mais on ne répond pas. Enfin, on va parler sur la BD, mais on va pas parler de ce qu'il y a dedans la BD, ce que tu racontes dans la BD et personnel. Donc, excuse-nous, David, c'était le souhait de de Lou au tout début. J'aurais dû le dire, excuse-moi, Lou. J'ai dit que je voulais pas trop en parler, mais j'ai pas dit qu'on n'abordait pas ce sujet-là. Euh, c'est juste parce que la question passe, donc je veux juste que la personne voit bien qu'on n'oublie pas ce qu'il dit, mais que voilà, c'est pas une réponse. Alors on nous a posé une question tout à l'heure sur l'auto-édition.
tout au début, est-ce que l'auto-édition et le financement participatif ne serait pas intéressant? Euh, Est-ce que tu penses que c'est une solution aujourd'hui, globalement? alors, globalement, oui, parce que ça donne énormément de liberté, parce que ça peut être un moyen de financement viable, et ça donne lieu à des projets qui sont vraiment très très chouettes. Juste, je me sens pas concernée parce que j'ai pas envie en fait de faire le boulot d'édition. C'est du gros travail et ce sont des compétences en plus et c'est beaucoup de temps en plus et moi j'ai pas envie de ça. Donc, euh, donc ouais, je suis très, très admirative des gens qui se lancent là-dedans et qui obtiennent des résultats vraiment chouettes. Je regarde pour le jour où ça pourrait éventuellement me donner envie aussi, mais pour l'instant, pas moi. Alors, moi, je pourrais rajouter qu'éditeur, c'est un métier aussi, et que au-delà de l'édition, de faire le livre, il y a aussi la notion de vente. Et pour en avoir discuté avec des petits éditeurs, même des petits éditeurs ont du mal parfois face aux gros éditeurs pour être présents sur des étagères des libraires. Parce qu'on sait que, pour vous donner une idée, hein, on est à peu près à quasiment en moyenne à 40 ou 50 titres par semaine qui sortent en BD sur l'année. Donc c'est quand même un gros chiffre. Donc les étalages tournent, je dis pas étalage, c'est plus comme ça qu'on dit, mais voilà, ça tourne beaucoup. Et du coup, se faire une place sur les étalages, c'est peut-être pas forcément si simple en auto-édition. Voilà, communication, boulot d'édition, c'est de la communication, de la distribution. C'est un vrai métier, c'est pas si simple que ça. Je crois que Cathy, c'est aussi de quoi elle parle là-dessus. Euh, une autre question, toujours de la même personne, et du coup c'est une bonne question. Comment l'éditeur définit une jauge? Est-ce que du coup il dit voilà ton idée c'est sympa et ça va, j'ai le sentiment que ça va bien se vendre à tant d'exemplaires ou à tant d'exemplaires. Est-ce que toi tu sais comment ça se passe de ce côté-là? Comment il fixe cette jauge quoi en fait? Parce qu'en fait le nombre d'exemplaires qu'il estime vendre va être le cachet qui va être le travail sur ton salaire, tout en découle en fait, hein, sur l'avance en projet. Comment ça se passe? Honnêtement, c'est des décisions qui sont prises loin de mes oreilles. D'accord. Je pense que c'est vraiment là le savoir-faire de l'éditeur qui sait ou ne sait pas estimer ses ventes futures et qui va mélanger ça avec le risque qu'il est prêt à prendre. Est-ce qu'il va essayer de donner un peu plus à l'auteur pour obtenir le projet ou est-ce que là, il le tente pas trop? Mais moi, on me fait des propositions et on me dit pas ce qu'il y a derrière parce que je pense que ce serait trop d'infos dans la négociation si j'étais au courant de tout. D'accord. Donc, on a parlé du forum dessiné et il y en avait un autre que tu as créé en 2014, blog Instant Heureux. Donc là, c'est plus un blog que tu as créé. Il est accessible sur ta page, mais il faut un mot de passe. Alors, je sais pas si tu veux nous en toucher un mot ou pas du tout. C'est pas obligé, hein. C'est un blog de dessin dans lequel je me suis lancée à un moment et au début c'était cool et après ça commençait à être un peu envahissant de devoir faire autant de dessins parce que j'aime pas ça. Donc je me suis arrêtée progressivement et rétrospectivement j'étais crispée en revoyant les vieux dessins pas très réussis donc j'ai fermé la page. Voilà. Ok. Euh, du coup, il y a toujours un lien sur ta page Lulubi vers le blog. Ah ouais, il faudra Euh, que je. je te le dis juste parce j'ai essayé de me connecter et je voulais voir ce que c'était finalement. Et vu Ouais. qu'il faut un mot de passe, donc je pense que c'est un mot de passe pour rentrer sur le blog. Donc du coup, je me suis dit, c'est pour ça que je te pose la question. Euh, deux thèmes encore et on approche de la fin. Le premier, c'est comment vis-tu les relations avec tes lecteurs aujourd'hui? Euh, ben en fait, ça dépend du livre.
j'ai juste un souci avec les retours sur Goupil ou Face qui sont devenus vraiment un problème pour moi. Il y en a trop, en fait, il y en a trop et c'est trop demandeur. Donc, je prends beaucoup de distance sur ce sujet-là. Et je sais que ça peut être mal vécu parce que de l'autre côté, les personnes ont parfois une attente, mais Ouais. voilà, celui-là, il est un peu compliqué. En dehors de ça, mais j'adore. J'adore, je suis vraiment. En fait, je fais ça pour ça. En fait, je fais ça pour être en relation avec les gens, en connexion avec les gens. Et c'est indispensable pour donner du sens à ce que je fais. Parce que si mon métier, c'est d'être derrière un écran et de faire des dessins, c'est pas du tout un bon deal. Moi, je suis vraiment dans une dynamique de communication avec les gens. Et c'est d'ailleurs l'une des choses maintenant qui me motive le plus sur mon Tipeee, c'est que je parle, j'échange vachement plus je publie des articles sur mon boulot, il y a des commentaires, il y a certains lecteurs qui m'envoient des mails en fonction de ce qu'ils ont vu pour me faire des retours, pour discuter. Et j'ai l'impression là, d'être dans une petite bulle où on peut vraiment échanger beaucoup et c'est trop bien. Voilà. Du coup, effectivement, on passe à Tipeee. Euh, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui sont en ligne euh, qu'est-ce que Tipeee, à quoi ça te sert et surtout qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que ça t'apporte aussi des choses. Alors, ce que c'est, bah, c'est l'équivalent français de Patreon. Donc, c'est un site de financement, soit par projet, soit par mois, où des personnes vont donner une petite somme qui va de façon récurrente revenir au créateur. Donc voilà, c'est un peu comme remplacer un salaire par un mécénat participatif. C'est ça. Donc l'idée est chouette et la raison pour laquelle je m'y suis mise, c'est que je sortais de la fille dans l'écran avec mes 670 € par mois et je me suis dit, mais en fait, je vais jamais y arriver et j'ai besoin d'aide financièrement. Et donc voilà, je me suis lancée là-dedans en me disant que ça allait me sauver. Et c'est vrai que ça a pas mal aidé, même si depuis, ben, en fait, les avances me permettent de vivre. Aujourd'hui, là où ça reste vraiment utile, c'est quand je m'arrête. Par exemple, si j'ai un souci de santé, ce qui m'arrive, et ben en fait, j'ai rien. J'ai comment on dit les allocs, je sais pas, je sais même pas ce que c'est. En fait, ils me connaissent pas. J'ai eu trois arrêts maladie la dernière fois. Il y a une seule fois où j'ai touché de l'argent et on m'a donné 200 € pour un mois. Donc, le système de sécurité sociale, il en est là, en fait, pour les auteurs. Donc, c'est vraiment dans des cas comme ça où je suis vraiment soulagée d'avoir ce soutien-là. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, là où c'est vraiment le plus important, c'est vraiment pour cet aspect de partage. Où, je suis juste trop contente en fait qu'il y ait des gens dans ma poche avec qui je peux partager ce que je fais. C'est vraiment super chouette. J'écris des articles qui, d'une façon générale, expliquent un peu mon métier. Mais dans les faits, il y a aussi des moments où j'ai besoin de prendre du recul ou vider certaines choses, certaines émotions. Comme par exemple par rapport à la sortie de l'homme de la situation qui était en retard, qui s'est pas très bien passé. Enfin, il y a eu des petits pépins en cours de route qui ont fait que c'était un peu lourd. Et justement, le fait de le partager, de l'exprimer, de le poser à plat et de le voir avec un peu de recul, ça faisait du bien, quoi. Donc ouais, c'est vraiment un espace pour être mieux dans mon métier d'une façon générale, quoi. Voilà. Ok. Mieux dans ton métier, ça t'aide à vivre un peu mieux. Donc c'est que positif. Tu fais aussi, enfin, tu partages aussi sur l'avancée de tes travaux, parce que du coup Ouais. ils accèdent un petit peu à ce que tu appelles l'atelier, en fait, à ton atelier de travail. Euh, donc du coup, ceux qui sont sur Tipeee aussi ont un peu entre guillemets des previews de ton travail par rapport à ceux qui n'y sont pas. Ah oui, mais là, complètement. Après, très surprenamment, il y en a beaucoup qui ne lisent pas parce qu'ils veulent se garder la surprise pour la sortie et que voilà, ils sont Juste là plus. pour t'aider. Hein. Ils sont juste là pour t'aider, pour t'apporter justement cet échange, Ouais, être en contact, mais pour ils les veulent pas articles forcément aussi. lire. Ouais, Ouais. il y en a pour les articles aussi qui sont plus là pour tout ce qu'il y a autour. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en fait n'ont pas lu, ne lisent pas les pages au fur et à mesure que je les publie
Et voilà, et je trouve ça, je suis très très flattée du coup de leur confiance parce que waouh. Je comprends. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a différentes façons euh, de voir et d'interagir avec toi sur Tipeee. Et du coup, c'est une bonne chose. Tu as aujourd'hui 114 contributeurs, 117, Possible. bouge pas, 114. A priori, enfin, c'est ce qui avait marqué sur ta page tout à l'heure, je crois. T'es déjà sur ton prochain projet, forcément, puisque l'autre, tu l'as fini en décembre 2019, enfin fin 2019. Euh, alors, si j'ai bien compris, c'est un projet, t'as déjà signé, je suppose, avec ton même éditeur? Pas le même. Pas le même, d'accord. Euh, T'en es à peu près à la moitié? Ouais, ouais. 132 sur 250. Euh, Est-ce que tu as déjà une date ou une idée, sans forcément de date Oui, ouais. prévue, et est-ce que tu peux nous en dire ou pas du tout? Ouais, je pense que personne ne sera vexé, mais ça devrait être d'ici la fin de l'année. Hmm, ok. D'ici la fin de l'année, là. Ouais, 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 ça va me faire deux bébés la même année. Bien, deux bébés la même année, oui, effectivement. Euh, Tu changes encore de style? Complètement, complètement. Cool. Après, graphiquement, je pense que je reviens à quelque chose qui est plus près de Goupil ou Face, D'accord. c'est-à-dire simple. Simple, simple, simple. J'en pouvais plus là de dessiner des décors et des personnages avec des mains avec cinq doigts. C'est ouais, C'est on une perte revient de sur temps de du. dessiner les doigts. Ok. Euh, une BD, il y a écrit sur ta page. euh, Je travaille sur un sujet qui a bercé nos enfances, les contes de fées, une BD didactique pour explorer un patrimoine culturel passionnant et parfois très sombre, humour noir garanti. Ben, hâte de le lire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que du coup, Tipeee, j'en ai déjà parlé. Sur ta page aussi, hein, alors je le redis, la page c'est loulubi, point .fr. Tipeee, c'est pour soutenir ton travail. Euh, euh, Tu fais aussi des commandes. Tu en fais toujours de ça ou pas? J'en Ou fais, de mais moins j'en en prends moins? très très peu en fait. C'est pour le coup, ça c'est pour moi c'est vraiment de l'alimentaire. C'est Donc l'alimentaire. euh, donc Donc j'en du coup, prends, je prends quelques projets par an. Ça me permet de voilà de changer un peu et de voir un peu venir entre deux BD. ok. Mais c'est Bon, voilà, et puis c'est plutôt des commandes d'entreprise en fait. Je fais pas de commission individuelle. Ok. Euh, J'ai oublié, il y a Rob qui a posé une question pour le financement. Alors, je connais pas du tout, donc peut-être que toi, ça va te parler. Il faut trouver un système comme Image Comics où l'éditeur est là, mais le travail de l'auteur reste à l'auteur. Alors, je connais pas du tout le système, Rob. Est-ce que ça te parle aussi, toi, Lulu? Non. J'en ai jamais entendu parler, mais dans la même veine, je pense, l'initiative lancée par Lisa Mandel, qui a financé une maison d'édition équitable, euh, me paraît intéressante. Alors du coup, c'est financé et pas encore mis en œuvre, donc je suis À voir. juste curieuse de voir ce que ça va donner, mais effectivement, il commence à y avoir des initiatives dans ce sens et j'ai un peu d'espoir, ouais. ok. Euh, Écoute, moi, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que tu aurais des choses est-ce que tu voudrais rajouter des choses? Euh, déjà, je fais un coucou à ceux qui sont encore là. Oui. Parce que voilà, Alors, c'est on a chouette. tardé. Il y en a, les gens sont un petit peu partis, mais il y a eu quand même beaucoup de monde pendant tout le live. Et il sera en replay de toute façon, on pourra le regarder. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, c'est très chouette. J'espère que du coup, les lectures que vous n'avez pas encore lues vont vous plaire.
J'espère que le prochain va vous plaire. Moi, je m'amuse beaucoup, beaucoup à travailler dessus. C'est vraiment sympa. Donc voilà, c'est essentiellement ça. J'espère continuer à fournir de bonnes lectures divertissantes et intéressantes. Eh, eh ben, écoute, nous, on espère aussi. Euh, Déjà, les trois dernières étaient de bonnes lectures, divertissantes, intéressantes, donc c'est cool. Euh, Merci. Moi, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé parce je sais pas combien de temps on est là, mais presque 1 heure et demie. Euh, euh, et alors attends, il y a peut-être une réponse. Pop, pop, pop. Oui, on pourra en parler potentiellement sur avec Rob. Il me pose des questions parce que je vois pas toutes les questions. Je suis désolé. Euh, il y a quelqu'un qui dit, alors, en quelques commentaires, il y a quelqu'un qui dit qu'il va commander tes ouvrages pour la médiathèque. Parce qu'effectivement, ça c'est cool aussi de mettre à dispo. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Steph et Emma qui dit qu'elle était obligée de nous quitter, mais que c'était vraiment génial. Euh, ta, 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 ta. Après, bah, les autres, je crois qu'on a plein de posés. Il y a Amélie qui dit que le forum dessiné, c'est la base. Aujourd'hui, elle est très contente d'y participer. Euh, David, j'ai parlé. Bon, bah voilà, il y a il y a plein de commentaires très gentils. J'ai pas eu le temps de tout lire. Euh, le travail de l'éditeur, la propriété de l'auteur et non de l'éditeur. Ah oui, Image Comics, c'est le travail de l'éditeur et la propriété de l'auteur et non de l'éditeur. Image Comics. Donc du coup, ça appartient pas à l'éditeur, ça appartient bien à l'auteur, le livre. Donc peut-être, oui. C'est un peu une discussion qu'il y avait eu aussi, je pense, au niveau de la musique à une époque. Euh, Mm. sur les droits d'auteur. Oui, il y a peut-être des travails à faire comme ça. Euh, bon, bah, je vais en clôturer là. Je vais te dire merci d'avoir pris du Merci temps. à toi. Merci à Manon qui était présente tout à l'heure. Je le redis, mais il faut y aller. Allez l'acheter. N'hésitez pas à être bousculé. Pour celui-là, il faut l'acheter, c'est super. Très très belle lecture aussi. Et puis, bah, le gagne-pain aussi, hein, tu l'as dit, mais n'hésitez pas à aller l'acheter. Une très très belle lecture, très intéressante. Merci encore beaucoup. Et puis à bientôt, Merci, j'espère. bonne soirée. Et puis bonne soirée à toi. Bye. Bye.